Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Tous les mercredis sur France Bleu Gironde, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui vous accompagnent dans toutes les grandes étapes de votre existence. Mariage, l'achat d'un bien immobilier, les successions, les transmissions, l'optimisation évidemment de votre fiscalité. Monter, reprendre une entreprise, les notaires sont là pour vous conseiller et vous poser toutes vos questions ce matin au 05 56 19 10 10 à Maître Pierre-Antoine Montel. Bonjour Maître. Bonjour. Notaire à Créon dans l'Entre-deux-Mers. Voilà. Allez, 05 56 19 10 10 via les réseaux sociaux également. Toutes vos questions, on va parler ce matin de testament, de copropriété, d'extinction de servitude et on prend évidemment toutes vos questions au notaire en direct ce matin sur France Bleu Gironde jusqu'à 10h. France Bleu Gironde à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Une première question d'Armel à Libourne qui nous écrit: Maître, ma mère est décédée. Je découvre qu'elle avait souscrit alors pas mal de crédits à la consommation et qu'elle était endettée. Est-ce que je suis, nous demande Armel, tenu de rembourser les dettes? Voilà. Alors, en matière de succession, tant qu'il n'y a pas eu d'acceptation de succession, on n'est pas tenu de rembourser les dettes. Par contre, à partir du moment où on accepte de prendre tout l'actif qui dépend d'une succession, la contrepartie, c'est d'acquitter tout le passif. Donc généralement, ce que va faire le notaire quand il ouvre un dossier de succession, il va conseiller aux héritiers d'attendre quelques semaines avant d'accepter la succession pour être certain qu'il n'y ait pas plus de passifs que d'actifs, pour éviter d'avoir aux héritiers d'avoir à sortir de l'argent de leur poche et de mobiliser leur patrimoine personnel. Alors, on rappelle, lors d'une succession, on peut pas accepter partiellement une succession, donc si j'ai bien compris. Alors, il y a trois possibilités. L'acceptation pure et simple, je prends tout l'actif à charge de payer le passif. La renonciation à succession, il y a trop de dettes, je n'en veux pas. Et l'acceptation à concurrence de l'actif net, ça c'est des cas qu'on rencontre très peu. C'est le cas où on n'est pas certain qu'il y ait plus de passifs que d'actifs. Et donc, il y a une procédure particulière où il y a un inventaire qui est fait de tout le patrimoine. On laisse la possibilité aux créanciers de se manifester pendant un certain délai. Et à ce moment-là, on prend la décision d'accepter ou non, mais il n'y a pas d'acceptation partielle de succession. D'accord, mais on peut découvrir quelques miettes cachées sous le tapis, c'est ce que vous nous expliquez. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, les délais éventuellement pour justement des créanciers qui alors en matière pourraient ressortir justement de sous le tapis. En matière de succession, il n'y a pas de délai particulier. Après, il y a les prescriptions classiques de créances, mais sinon, les créanciers peuvent se manifester. Souvent, ils se manifestent dès qu'ils ont connaissance du dossier, puisque les prélèvements d'échéance ne peuvent plus se faire, les comptes étant bloqués. Donc, on commence à recevoir des courriers qui signale ces incidents de paiement. Et c'est Maître Pierre-Antoine Montel, notaire à Créon, qui représente aujourd'hui la Chambre des notaires de la Gironde. Denis à Toulaine, Denis qui nous dit: depuis la mort de mon père, mes deux frères et moi sommes devenus propriétaires en indivision d'un bien situé dans une copropriété à Talence. Et Denis voudrait savoir si lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, est-ce que chacun des frères pourra prendre part au vote ou est-ce qu'il faut désigner un représentant légal? Normalement, il faut désigner un mandataire. Cette décision peut être prise lorsqu'on régularise la succession, quand le notaire régularise l'attestation de propriété qui permet de titrer les héritiers. Dans cet acte-là, on va désigner un mandataire qui sera chargé de représenter l'indivision familiale au sein de l'Assemblée générale des copropriétaires. Alors si la gestion de ce bien, ça devient trop lourd, si l'un des indivisaires veut sortir justement de cette indivision, c'est possible. C'est possible. On n'est pas enfermé dans l'indivision. Non, on a un grand principe en droit qui dit que nul n'est censé rester en indivision. Donc 3 possibilités. Si vraiment il n'y a aucune entente, on vend le bien et on se partage le prix. La deuxième possibilité, c'est qu'un des indivisaires vend sa part aux autres. Et quand ces deux cas de figure ne peuvent pas s'appliquer, à la fin, c'est le juge qui va trancher, qui va expliquer qu'est-ce qui se passe pour sortir de l'indivision. C'est pas très avantageux ça, la liquidation judiciaire d'une indivision? Non, le but du jeu, c'est de s'entendre. Si on s'entend pas, on vend, mais la case judiciaire peut être coûteuse, peut prendre du temps, donc il faut éviter d'y avoir recours le plus possible. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h.
Vos questions au notaire ce matin. Et oui, c'est mercredi, votre émission avec la Chambre des notaires de la Gironde, représentée par Maître Pierre-Antoine Montel, qui est notaire à Créon dans l'Entre-deux-Mers. Caroline à Pessac, maître, nous demande, alors elle projette de faire un testament afin de désigner l'une de ses 2 filles comme légataire universelle. Et Caroline qui nous dit, il paraît que je dois désigner des témoins. Qui puis-je prendre comme témoin ? En quoi ça consiste exactement cette démarche ? Alors, quand on fait un testament, il y a plusieurs possibilités, plusieurs formes de testament. D'abord, on va avoir le testament holographe. C'est moi qui l'écris, enfin quand je dis moi, c'est la personne qui fait le testament. Vous l'écrirez peut-être aussi un jour. Oui. Voilà. Nous l'écrions tous. Donc la personne écrit le testament de sa main et le dépose chez un notaire. Ça, c'est le testament holographe. Pas à l'ordinateur. Surtout pas à l'ordinateur. Les règles de forme, c'est écrit de la main, daté, signé. Ensuite, vous avez le testament authentique, ça qui est fait devant notaire ou avec 2 témoins, mais généralement c'est devant notaire accompagné d'un autre notaire. Donc le testament fait devant 2 notaires. Là, c'est le notaire qui le tape à l'ordinateur sur la dictée du testateur. De l'intéressé, ouais. Voilà. Donc c'est les 2 formes de testament qu'on va retrouver. Et les témoins, ce sera dans le cadre d'un testament authentique, mais souvent aujourd'hui, on fait intervenir un confrère pour recueillir ces dispositions de dernière volonté. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas remplir ce rôle de témoin ? Les personnes évidemment concernées par ces dispositions testamentaires. D'accord. Le mieux, prenez un rendez-vous, ce qu'on peut conseiller à Caroline à Pessac, évidemment avec un notaire, pour donc faire cette démarche. Sandrine à Caudreau, on va parler des servitudes. Sandrine nous dit, mon voisin avait un droit de passage pour accéder à la rue par l'arrière de mon jardin. Il n'y passe jamais. Et Sandrine nous dit, à partir de quand une servitude est légalement considérée comme éteinte ? Alors si la servitude est conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle avait été constituée dans un acte notarié en constatant l'accord des parties, pour faire disparaître cette servitude, il faut que les parties soient d'accord pour la faire disparaître. Ensuite, si c'est des servitudes légales qu'on a par le fait de la loi, certaines servitudes peuvent s'éteindre par le non-usage, mais il faudra vraiment faire attention quand elle parle de cette servitude, si elle avait été constatée dans un acte notarié. Seule l'extinction par acte notarié sera valable. D'accord, mais est-ce qu'on hérite d'une servitude en imaginant que le voisin de Sandrine décède ? Est-ce que ses héritiers peuvent revendiquer l'existence de cette servitude ou est-ce qu'elle s'éteint naturellement ? Le principe, c'est qu'une servitude est réelle, elle est attachée au bien et elle est perpétuelle, à vie. Mais dans certains cas, dans le cadre d'une servitude conventionnelle, on peut prévoir qu'elle soit personnelle, c'est-à-dire que mon voisin, c'est mon fils, donc je dis cette servitude ne profitera qu'à mon fils, le jour où mon fils vend, par exemple, les futurs propriétaires n'en bénéficieront pas. Plus généralement, on a quand même le principe de la servitude, comme je vous le disais, réelle et perpétuelle. Et la difficulté aussi pour éteindre une servitude, ça peut être au moyen de racheter, je ne sais pas si ça se rachète, on dit racheter une servitude. Comment évaluer justement le prix d'une servitude ? Il y a des barèmes sur je dois faire passer des tuyaux à tel endroit, je dois pouvoir accéder à un garage ou à un jardin. C'est toujours délicat parce que dans le cas d'une constitution, par exemple, de servitude, celui qui va vouloir qu'on constitue cette servitude, il y a un intérêt peut-être même financier, et donc c'est cet intérêt-là qu'il va falloir valoriser. Le voisin, s'il a conscience, par exemple, que on lui demande une servitude pour pouvoir desservir un terrain qu'on veut par la suite vendre comme terrain à bâtir, le voisin va se dire, et il a un gros intérêt financier, donc je vais demander l'indemnité la plus forte possible. Après, il faut savoir être raisonnable, mais il n'y a pas de barème officiel d'évaluation d'une indemnité pour constituer une servitude. Ces servitudes qui sont souvent source de conflits entre voisins ? Si les servitudes, alors oui, dans l'inconscient collectif, dès qu'on parle de servitude à des personnes, ça a tendance à faire fuir. Cependant, quand une servitude est constituée dans un acte notarié, qu'elle est conventionnelle, qu'on prévoit les conditions d'usage, les conditions d'application, les conditions d'entretien, ça permet quand même de limiter ces risques. Les conflits naissent quand on a des servitudes légales qui sont nées par la loi et qui ne sont pas du tout bordées par un acte notarié. Sandrine à Caudreau, voilà sur ces questions d'extinction des servitudes. Hélène à Mérignac, maître, qui nous écrit, merci pour le post via Facebook, Hélène qui nous dit, je souhaite donner une partie de mon patrimoine directement à mon petit-fils et pas à ses parents. Est-ce que c'est possible ? Alors c'est vrai que de temps en temps, dans ces familles, il y a les grands-parents qui ne parlent plus forcément à leur fils ou à leur belle-fille et qui souhaitent sauter une génération. C'est possible en droit français ? En droit français, c'est possible. Il faudra néanmoins faire attention à la question de la réserve héréditaire qui existe, c'est-à-dire que les grands-parents ne pourront pas transmettre par donation 100% du patrimoine à leurs petits-enfants. Il faudra que la transmission
se limite à ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire ce dont on peut disposer à toute personne, à un étranger. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut penser à l'aspect fiscal. La transmission entre grands-parents et petits-enfants bénéficie d'un abattement de 30 000 euros. D'accord. Donc à discuter avec son notaire, évidemment, sur... Exactement, pour pas justement faire naître des conflits en cas de décès entre les petits-enfants et leurs propres parents. Prévenir le pire. Bonjour Véronique, vous êtes à Carcan, dans le Médoc. Ça va bien? Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute avec Maître Pierre-Antoine Montel. Question à poser au notaire ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive, Véronique? Je voulais savoir par rapport à l'inventaire dont j'ai entendu parler un petit peu tout à l'heure, qui établit cet inventaire et si les propriétés font partie du lot et en même temps qui établit la valeur des maisons. Voilà. Dans le cadre d'une succession, ou d'un partage. Véronique, Maître Montel. Oui, bonjour madame. Alors l'inventaire dont on parlait tout à l'heure, c'était dans un cas précis, c'était celui de l'acceptation en concurrence de l'actif net. En matière successorale, l'inventaire dont on parle le plus couramment, ça va être un inventaire fiscal pour inventorier surtout la valeur du mobilier. Si on parle de valorisation de patrimoine immobilier, ceux qui vont pouvoir faire ça va être soit des agents immobiliers, ou alors si on n'est pas sûr de la valeur, faire appel carrément à des experts fonciers dont la liste est établie auprès de la cour d'appel. S'agissant de l'inventaire fiscal dont je vous parlais pour valoriser du mobilier, ça c'est un commissaire-priseur qui va s'en occuper, assisté du notaire. Donc voilà, ça va être dans ces cas-là qu'il faut faire appel au commissaire-priseur ou à un expert foncier ou agence immobilière pour valoriser les propriétés immobilières. Qu'est-ce qui vous inquiète, Véronique, justement, dans ces estimations ? Je pense qu'elles ont été sous-estimées justement pour pas que ça dépasse la quotité disponible. Oui. Oui. Et comme je suis pas sur place, que ça se passe très très loin à l'autre bout de la France, c'est pas évident. À gérer, oui. Donc vous avez la possibilité, vous, de votre côté, de faire appel à une agence immobilière du secteur concerné, en évitant de faire appel à la même agence qui peut-être a sous-estimé selon ce que vous pensez. Et autrement, vous avez toujours possibilité, si vous sentez que le dossier risque d'être beaucoup plus conflictuel, de faire appel à un expert foncier qui lui va vous établir une réelle expertise judiciaire qui pourra être présentée devant des tribunaux si vraiment il y avait conflit et que le dossier prenait une tournure judiciaire. Donc ça veut dire qu'il faut faire appel aussi à un avocat ? Alors, l'appel à l'avocat, c'est si vous partez au tribunal. C'est quand on est dans un conflit où là, vraiment, vous voulez faire valoir vos droits devant le tribunal. L'expert foncier, vous pouvez le choisir sans forcément être dans une démarche judiciaire. Alors, l'expert foncier, faire appel à ses services coûte un peu d'argent, mais on n'est pas encore dans une procédure judiciaire. Après, quand on fait appel à ce type de personnes, quand vous allez présenter le rapport d'expertise aux autres héritiers, peut-être que ça peut braquer un peu. Et la difficulté pour vous, Véronique, vous le dites, c'est la distance. Si cette succession se passe à l'autre bout de la France, pas facile. Oui, la distance et puis beaucoup d'émotions. Oui, évidemment. Oui, Vous avez la possibilité, dans un dossier de succession, il y a qu'un notaire qui rédige les actes, mais chaque héritier peut se faire assister par le notaire de son choix. Donc si la communication, par exemple, avec l'office notarial qui gère le dossier vous paraît compliquée, ou avec des frères et sœurs aussi, ou avec des frères et sœurs, vous pouvez faire appel à un notaire proche de chez vous, qui lui-même se mettra en rapport avec le notaire en charge du dossier, pour lui demander tous les éléments, et le notaire qui est proche de chez vous pourra peut-être vous expliquer plus facilement, et ça sera peut-être quelqu'un qui vous aurait plus confiance pour traiter ce dossier. Ok, Véronique. D'accord, mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous à Carcan, et je vous souhaite une bonne journée. 9h51, Mathieu Barpe. Alors une question qui se présente de plus en plus souvent. Mathieu nous dit: mon père est en maison de retraite et intransportable. Est-ce que les notaires se déplacent pour faire signer des papiers? Est-ce que cette signature a la même valeur que si justement le rendez-vous s'était passé au sein d'une étude notariale? Oui, absolument. Les notaires peuvent tout à fait se déplacer en maison de retraite, soit pour faire signer des procurations certifiées des signatures, ou même pour faire signer des actes notariés. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Claude à Pessac qui nous dit: nous sommes mariés sous le régime de la séparation des biens. On vit dans un appartement, nous dit Claude, qui m'appartient et que Claude souhaite vendre.
et il nous dit que son épouse lui affirme il doit obtenir son autorisation pour la vente de ce logement, donc qui visiblement appartient à l'époux et pas à l'épouse. Oui, alors quand bien même le logement appartient à l'un des deux époux, le logement de la famille est quand même protégé, et donc si cet appartement constitue, comme vous me le dites, le logement de la famille des époux, madame devra donner son accord pour vendre. Alors le prix de vente sera encaissé par monsieur seul, puisque le bien lui appartient, mais madame devra donner son accord pour vendre. Malgré un contrat de mariage et un régime de séparation. Absolument, c'est quelque chose qui est applicable à tous les régimes matrimoniaux, ces dispositions. Merci maître Pierre-Antoine Montel, notaire à Créon dans l'Entre-deux-Mers. Et puis on va terminer avec le petit SOS. Quand je dis petit, c'est Cédric à Pessac qui nous dit: je loue un appartement, petit appart mal isolé, est-ce que je peux obliger mon propriétaire à changer les fenêtres, faire remplacer par des doubles vitrages? Voilà, des petits soucis qui peuvent devenir de gros problèmes au quotidien et avec les factures d'électricité. Oui, alors dans le cadre des travaux de confort, il y a toute une liste de travaux qui peuvent être demandés par le locataire au propriétaire, surtout si ça, comme je vous disais, cause un désagrément au niveau du confort. Il est possible de solliciter le propriétaire à ce titre pour faire les travaux. C'est le cas donc pour la pose de double vitrage. Voilà. Merci maître. Je vous en prie, avec plaisir. Pierre-Antoine Montel, notaire à Créon dans l'Entre-deux-Mers, et la Chambre des notaires de la Gironde, évidemment de retour sur France Bleu Gironde mercredi prochain. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.